Et vous recevez ce soir David Doucan dans ce studio, Nicolas Bay, le député européen Rassemblement National. Bonsoir Nicolas Bay. Bonsoir. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé toute une série de mesures d'urgence pour lutter contre les violences conjugales. Je rappelle que depuis seulement le début de l'année, janvier 2019, 101 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 1000 places d'hébergement vont être créées, des procureurs référents spécialisés, la mise en place de bracelets anti-rapprochement, en tout cas facilitation pour mettre en place ces bracelets, et la généralisation de la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Nicolas Bay, sur un dossier comme celui-ci, est-ce que vous pouvez soutenir le gouvernement ? Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de mesures que nous pouvons soutenir sans difficulté. C'est un vrai sujet, c'est un sujet grave. Il y a une recrudescence en effet importante de cette forme de violence, mais aussi d'une manière générale de toutes les formes de violence, de délinquance, de criminalité dans notre pays. Ça nécessite une réponse très forte. Moi, ce que je crains, c'est que ce soit essentiellement de la communication. On fait un Grenelle sur cette question, mais qu'ensuite, il n'y ait pas les moyens. Et les moyens, c'est les moyens de la police, c'est les moyens de la justice. Aujourd'hui, vous avez de très nombreuses injonctions judiciaires pour empêcher une personne d'être en contact avec une autre personne, parce qu'elle présente un risque pour sa sécurité. Mais ces injonctions, souvent, elles ne sont pas respectées. Lorsqu'elles ne sont pas respectées, elles ne sont pas sanctionnées. Et finalement, on a un État qui est de plus en plus faible. Et quand l'État est faible, qu'il n'assume pas ses missions fondamentales, notamment ses missions régaliennes, eh bien, ce sont les plus fragiles qui en sont les victimes. Donc, parmi les plus vulnérables, eh bien, il y a évidemment les femmes qui peuvent se retrouver dans des situations, être sous avoir une situation de risque par rapport à un conjoint ou un ex-conjoint. Pour vous, c'est l'aspect budgétaire, et le budget va bientôt être examiné au Parlement pour l'année 2020. Pour vous, c'est cet aspect-là, en réalité, c'est au moment du budget qu'on verra si la France, le gouvernement, met vraiment les moyens sur cette mission, sur cette question. Profond, parce que si on pose la question de la délinquance et de la criminalité en France, c'est le réarmement non seulement matériel, humain, et donc des budgets, c'est vrai, mais aussi le réarmement moral de la police, de la justice, faire en sorte qu'il y ait une vraie chaîne de la sanction, qu'il y ait une vraie dissuasion contre la délinquance. On voit aujourd'hui un ensauvagement de la société française. Mais là, vous passez à un sujet plus vaste qui est celui de la délinquance. Et c'est intéressant parce que, en fait, quand on regarde le programme de Marine Le Pen en 2017, il y a une proposition sur 144 qui concerne la protection des femmes. La question des femmes. Est-ce que le Rassemblement national travaille sur cette question spécifique qui est celle de l'égalité femmes-hommes, de la protection des femmes face aux violences? Mais bien sûr, mais quelles sont vos propositions précises? Nous travaillons sur la violence, la délinquance dans tous les domaines. On ne va pas se limiter à la violence dont les femmes sont victimes. Sans s'y limiter, vous reconnaissez que c'est un sujet spécifique. Mais bien sûr, non, mais c'est spécifique. Et donc il faut s'en occuper spécifiquement. Il y a des formes de délinquance qui sont spécifiques, bien sûr, il faut les traiter. Mais il y a un problème de fond, c'est qu'on fait des annonces en France, c'est la grande spécialité, mais souvent elles ne se traduisent pas dans les faits, faute de moyens mobilisés et de volonté politique. Donc c'est là-dessus que nous attendons le gouvernement. Sur le budget. Parlons d'un tout autre sujet. Vous avez passé quelques jours en Syrie récemment, à Damas. Vous avez rencontré Bachar el-Assad. Vous étiez avec votre collègue Thierry Mariani, lui aussi eurodéputé Rassemblement National. Ça pose question. Comment peut-on se déclarer patriote, c'est votre cas, vous le déclarez très fréquemment, et en même temps s'afficher avec un dictateur qui est considéré par la France comme un adversaire? Nous ne sommes pas, la France, alliée de Bachar el-Assad. Et même, nous avons rompu les relations et nous sommes pour un régime de sanctions. Non, mais ça, comment peut-on être patriote et être sur une ligne qui est différente de celle de son pays? La position du gouvernement français actuel, c'est d'arrêter les relations diplomatiques et de multiplier les sanctions, notamment économiques, contre la Syrie. C'est la position de la France. Non, c'est pas la position d'un gouvernement. C'est la position du gouvernement français. Nous, on a une position différente qui est de dire il y a un certain nombre de pouvoirs, de régimes dans le monde avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, qui peuvent susciter même de la réprobation sur le plan moral, mais avec qui il est nécessaire, pour des raisons d'intérêt supérieur de notre pays, de parler. Lesquels ? Je vous donne un exemple concret. Emmanuel Macron, lors du G7 à Biarritz, il a fait venir le gouvernement iranien. Le ministre des Affaires étrangères. Voilà. Or, je pense qu'Emmanuel Macron ne soutient pas la politique qui est menée, en politique intérieure notamment, par le gouvernement iranien. Et ce serait lui faire un très mauvais procès que de faire croire qu'il soutient la politique intérieure. Bon, eh bien, c'est la même chose. Vous savez, il y a quelques années, nous, on a dit il ne faut pas faire la guerre froide avec la Russie. Et on nous a aussitôt accusés d'être inféodés à la Russie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Que toutes les chancelleries européennes, qu'Emmanuel Macron en tête, sont obligées de renouer de manière un peu chaotique, d'ailleurs, un peu laborieuse, les relations avec un pays qui est une grande puissance, avec laquelle on doit pouvoir parler sur la scène internationale. En Syrie, quelle est la situation? On nous avait dit, depuis des années,
le régime de Damas va s'effondrer. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années ? Eh bien, on a vu exactement le contraire. Oui. Ils sont en passe d'obtenir une victoire militaire contre les djihadistes, et ça correspond à nos intérêts. Pas seulement contre les djihadistes, 370 000 morts depuis 2011, Bachar el-Assad massacre son peuple, vous Non, le savez. c'est pas vrai. Ceux qui sont massacrés, le peuple syrien est massacré par les djihadistes, Non, mais par l'État islamique, par le front al-Nosra. Bachar el-Assad ne fait pas dans le détail. Non, mais quand on fait la guerre, vous savez, c'est souvent, ça crée souvent des situations dramatiques et les civils en souffrent terriblement. Mais enfin, les États-Unis ont fait des frappes massives, des frappes aériennes en particulier en Irak, qui ont aussi causé énormément de morts civiles. Donc, ce qu'il faut, c'est voir la situation en Syrie. La Syrie peut être un vrai pôle de stabilité dans cette région. Ça peut sembler un peu paradoxal de dire ça aujourd'hui, mais c'est une réalité. Il faut être capable de parler avec tout le monde. Vous savez, moi, ces dernières années, j'étais au Liban, j'étais en Israël. On se limite pas à une discussion avec la Syrie. On veut faire en sorte que les intérêts de la France soient défendus, les intérêts des nations européennes d'une manière générale, et ça passe aujourd'hui par le rétablissement des relations diplomatiques avec la Syrie. On vous a entendu sur ce point. Pendant ce séjour, vous étiez à un moment donné dans un restaurant de Sednaya avec votre collègue Thierry Mariani, et vous avez posté une photo sur Internet où on vous voit avec une bouteille de Côte-du-Rhône et où vous vous réjouissez que les viticulteurs français aient pu, malgré les sanctions, exporter cette bouteille à Syrie. Sednaya, c'est l'endroit où se situe l'une des prisons les plus terribles du monde entier, où des crimes contre l'humanité ont été commis. Amnesty International est très clair là-dessus. Est-ce que des exécutions de masse dans cette prison de Sednaya, elle est connue. Est-ce que vous regrettez cette photo, cette mise en scène ? Non, je crois que cette photo, elle était anodine. Elle traitait d'un sujet qui est la question des sanctions économiques. Vous savez, aujourd'hui, les sanctions internationales contre la Syrie, c'est aussi les sanctions contre les médicaments, l'embargo sur les médicaments. Et ça, c'est les populations civiles qui en souffrent. Et puis Sednaya, où j'étais, en effet, c'est d'abord un petit village chrétien, orthodoxe, martyr du djihadisme, qui a terriblement souffert, et c'est pour ça que nous y étions et que nous avons rencontré les autorités sur place. Les crimes des djihadistes vous posent problème, ceux de Bachar el-Assad vous laissent indifférent. C'est pas la question. Je suis pas en train. Moi, je suis pas en train de dire qu'on soutient le pouvoir syrien. C'est pas la question. Nous disons simplement que l'action qu'il mène contre les groupes djihadistes en Syrie correspond à nos intérêts et on doit rétablir le dialogue. C'est un pays important qui a une position stratégique et sur le plan géopolitique, ça correspond aux intérêts de la France. Partons de Damas et rendons-nous à Londres. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Boris Johnson a perdu la majorité absolue dans son Parlement. Il veut le suspendre. L'ONU, aujourd'hui, a fait ses calculs et annonce qu'en cas de Brexit dur, c'est-à-dire sans accord, 16 milliards de dollars en moins d'exportation pour le Royaume-Uni dans la minute. Est-ce que vous considérez toujours, comme c'était le cas à l'époque, au moment du référendum, que le Brexit était une bonne idée ? Mais en fait, la question n'est pas de savoir si c'est une bonne idée. La question est de savoir si on respecte ou pas la volonté du peuple britannique. Ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans maintenant, que les Britanniques ont décidé souverainement, par référendum, à la majorité absolue, de quitter l'Union européenne. C'est leur choix. C'est pas forcément le choix que nous défendons. Nous voulons changer l'Europe de l'intérieur, de fond en comble, du sol au plafond, une Europe plus démocratique, Bon. Mais eux, ils ont fait un autre choix. On doit respecter ce choix. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une négociation entre Theresa May et Michel Barnier. L'un et l'autre étaient contre le Brexit. Le résultat, c'est un texte qui est inacceptable à la Chambre des communes, inacceptable pour les Britanniques. On arrive à une situation de blocage. Parce que le texte en question, il prévoyait, avec le système de backstop sur la frontière irlandaise, de maintenir en pratique la Grande-Bretagne pendant au moins 3 ans supplémentaires dans l'Union européenne. C'est-à-dire, en clair, en 2016, ils votent pour sortir de l'Union européenne. En 2019, on leur dit d'élire de nouveaux députés européens et qui sont encore dans tous les dispositifs de l'Union européenne. Ils continuent à payer 6 milliards jusqu'en 2022. On manque de temps, Nicolas B. On va conclure. Donc, vous devez me répondre très rapidement. Les élections municipales approchent. L'objectif du Rassemblement national, combien de villes ? Aujourd'hui, vous en avez 11. Oui, c'est d'abord de conserver, bien sûr, et je pense que ce ne sera pas une difficulté parce qu'on a des bons bilans, nos villes, c'est d'en gagner des nouvelles. Combien ? Et je pense que c'est possible. Non, je ne vais pas faire un pronostic chiffré. Vous êtes un spécialiste de la carte électorale. Je pense que nous pouvons en gagner un certain nombre. Et puis, nous pouvons aussi avoir beaucoup renforcé, consolidé notre implantation locale. Vous ne prenez pas de risque. Pour être à la hauteur de ce que les Français attendent de nous. Vous ne prenez pas le risque. Merci, Nicolas B, d'avoir été avec nous. Votre invité ce soir, David Doucan, député européen, Rassemblement national. Merci à tous les deux.